ça te paye, j'ai regardé dans les options, je peux pas. Et je crois qu'il y a du M2. Les oranges, en fait, ils n'ont pas de trucs, lui qui dit qu'ils sont connectés, je sais pas. Celui-là que t'as acheté? Regarder. Ouais. Si vous voulez attendre jusqu'à jeudi, je pourrais vous dire s'il est bien. Ouais, c'est 14. Ça va se faire avoir 2 fois. Hein. Non mais ça va, j'ai une garantie 2 ans. Ah. Pourquoi il a 657 là? Ah, je l'avais Bonjour, vu. excusez-moi du retard. Ouais, je Je suis pas l'avais tout vu seul. ce week-end. C'est celui-là? Ouais. Bah ouais, je crois. Vous êtes mis, vous êtes mis d'accord tous là? Non, mais les gens, ils veulent pas avancer sur leur route. Oui, bien sûr, c'est les gens. Ah ouais, Apparemment, les autres gens ont réussi à arriver, eux. Ils sont forts. Eh ouais. Va falloir se mettre au niveau, hein. Je suis parti à 6h15. Il est en reconditionné, mais il a un équivalent de 9. Ah, c'est bien ça. C'est pas forcément le 9. Ça se casse plus là, putain. Le 11e, ça se passe. Ok, une astuce pour Après, je te tiens encore un peu. pour YouTube Premium. Une garantie aussi. J'en avais une avant, mais Regardez il là, lance il y a des pubs toutes les 2 secondes. C'est horrible. Non mais je comprends. Mais il y a une période où on avait réussi à le faire avec un VPN, c'est pour avoir, on avait genre 5 balles par mois. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais vu. Tu pouvais te connecter à un pays où le coût de vie est moins élevé et du coup tu payes moins cher. Ouais, mais ça fonctionne plus. Ou alors tu peux le faire que sur un seul ordi. Enfin que sur un seul utilisateur. Bah normalement si. Parce que j'ai essayé de me connecter hier et ça m'a. Je pouvais pas. Mais est-ce que tu avais réussi vendredi? Ouais. Il n'y a pas de raison. Ton PC il était allumé? Ou il Oui. était éteint? J'ai pas d'explication rationnelle, à part t'as fait une erreur. Ou c'est les lutins. Comme tu veux. Moi, du coup, j'avais un écran noir. C'est pas grave, ils sont tous noirs les écrans. Oui. On a rarement des écrans Je blancs. me connectais dessus, j'arrivais pas à voir mon bureau. Ah bon? Je sais pas, pour les autres, ça a fonctionné? Parce que est-ce qu'il y en a qui ont essayé de se connecter au VPN ce week-end? Oui. Et est-ce que ça a fonctionné? Oui. Oui. Bon, bah voilà. Moi, c'est Je sais pas ce que tu as fait. Ah, si ça fonctionne pour un, ça doit fonctionner pour tous. Oui. Sauf si vous avez fait un truc différent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait ça? Ah oui, il a pris 109 €. Ouais. Ok, alors, ça, c'est... Eh ben, ça, heureusement c'est- que j'ai pas attendu parce que j'ai Putain, il le fait exprès, hein. Il le fait exprès, le filou. Allez, on va y aller? On y va. Est-ce qu'on y va? Alors, hop, 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 hop. Ah, ça sera bon. Ah. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui, merci. Oui, ça va? Eh bien, vous avez bien de la chance. Donc, la semaine dernière, il y en a qui n'arrivaient pas à se connecter au VPN, qui m'ont envoyé leurs adresses IP. Est-ce que depuis, ça va mieux? Oui, ça a fonctionné. Donc, est-ce qu'il y en a qui m'avaient envoyé leur adresse IP et pour qui ça fonctionne toujours pas? Alors, moi, à moitié, quoi. En fait, quand je me connecte, Alors, ça passe en écran noir et après, j'ai plus accès à rien. Alors, déjà, tu faisais partie de ceux pour qui ça fonctionnait pas déjà la semaine dernière. Voilà. Tu m'as envoyé ton adresse IP. Voilà. Il y a eu du progrès? En fait, là, j'arrive à me connecter, mais ça m'affiche un écran noir et ça passe pas plus loin. Quand tu avais essayé d'ici, quand on avait fait les tests, ça te verrouillait bien la session. D'ici, ça fonctionnait. Parce que quand tu te connectes au VPN, est-ce que tu as ton petit signet?
Alors, y a-t-il donc le signet Nuno. Voyons voir, Nuno. Qu'est-ce que tu tapes? Ah, mais c'était bien là. Donc, quand tu veux te connecter au VPN, qu'est-ce que tu tapes dans ton navigateur? Je me connecte là-dessus. Après. Faudrait qu'il montre tous ses mots de passe à tout le monde. Ah, t'es là! Je gagne du temps là depuis tout à l'heure pour que tu puisses passer au tableau. C'est bon. Ça y est, t'as fini par arriver. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Non Pereira. Ok. Non, c'est pas ça. C'est Afib. Pas Agib. Point .fr. Oui, ce que tu as noté, c'est faux. Oui. Mais bon, continue. Authentification. Ah, ça fonctionne bien. Bon là, le problème, c'est qu'on voit pas ton écran en entier. Voilà, t'as bien ton... T'as pas ton signet. Ah si, voilà, faut que tu ailles là. Ben là, tu l'as pas. Normalement, tu devrais l'avoir là, vu qu'on l'a fait ensemble. Normalement, oui. Vas-y. Donc, PCTSSR, haute. Ouais, normalement, c'est ça. Descends. Non, là, tu mets rien. Utilisateur, administrateur. Non, c'est pas le bon. C'est le deuxième. C'est celui-là, là. Avec le P majuscule. Et en bas, il faut que tu changes la sécurité. Enfin, la langue déjà. On va mettre français. TLS encryption. Et il faut que tu valides. Voilà. Et maintenant, si tu cliques dessus, qu'est-ce que ça dit? Ça verrouille ta session. Ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne. Donc il faut que tu corriges dans tes notes. Hein. Tu as mis Agib. C'est Afib, avec un F. C'est normal que tu vas pas trouver. Ah, parfait. Adrien, Oui. tu veux bien passer au tableau, nous faire un petit résumé de ce qu'on a fait vendredi? Franchement, je l'aurais bien fait, mais comme tu sais, le problème, c'est que j'ai pas accès au site. Okay, au site de pour les quoi? révisions, etc. Comment? Quel site tu parles? Qui me permet de pouvoir m'exercer, de pouvoir le refaire depuis chez moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Oui, j'ai bien compris, il faut que je le refasse, il faut que je redise ce qu'on a fait la dernière fois. Non mais je comprends pas ce que tu dis maintenant. Tu dis tu n'accèdes pas au site. Oui. Tu parles du VPN là que... Mais j'ai donné tous les accès là. J'ai vérifié pour tout le monde, ça fonctionne pour tout le monde. Mais j'ai pas... T'as pas réussi? Non. T'as pas réussi à refaire. Mais donc, les vidéos YouTube, tu les as regardées? Ben justement, le truc un peu con, c'est que j'y repensé que hier soir en me couchant. Ah, t'as juste rien fait en fait pendant tout le week-end, c'est ça? Ben j'aurais vraiment voulu faire... C'est pas ma question. Ma question, je te demande, est-ce que tu as fait quelque chose? Pas pu, non. Non, t'as rien fait. J'ai pas pu. Ah ouais, alors juste de mémoire là... Ah ça c'est un peu... Donc t'as juste essayé de te reconnecter au VPN et ça fonctionne toujours pas. Bon, bah alors j'ai peut-être fait de la merde quand j'ai rajouté ton adresse IP. Moi de mon Hein. côté, parce que j'ai le VPN sur Opera, et je me demande si Avast ça donne pas un VPN aussi. J'en sais rien, C'est pour ça qu'il faut que je connais pas. mais... je connais pas. c'est Ah mais de toute façon c'est vraiment moi de pas mon compliqué. Peu importe la structure que tu as sur ta machine, peu importe ce que tu as. Quand tu as fait monip.org, il y a une adresse IP qui s'est affichée. Ça je te l'ai donné. C'est celle-là. Je te l'ai donné sur Discord, je sais pas si tu as vu. C'est ça. Bah oui, bah, j'ai vu les Discord de tout le monde. Hein. Normalement je les ai tous ajoutés. Je vais revérifier parce que peut-être que quand je les rentrais moi, j'ai fait une faute de frappe. C'est des choses qui arrivent, tu sais, le vieillou, plus l'alcoolisme. Du coup, Des désolé, fois, je serais bien passé, mais franchement, je peux pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse passer quelqu'un d'autre alors. Mais franchement, je te jure que si je pouvais, je l'aurais fait, honnêtement. Bon. Alors, qui c'est qui va passer ce matin? Peut-être un volontaire? Eh ben voilà, mais ça c'est encore mieux les volontaires. Voilà, au moins on voit ceux qui veulent bosser. Un point de plus pour les lèche-culs. C'est bon.
Viens là, viens là, viens là. Je vais en avoir plein des cours. Je peux dire bonjour à tout le monde. Eh ben, Bonjour. Vous pouvez lui répondre? Non mais c'est incroyable. Et il a pas de prénom. Ouais. Ouais. C'est moche. Ouais, Maxence, monsieur. Ah, Je vous aime bien. Ça voulait le faire. Avec un E. Hein. Voilà, allez, on recommence. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci pour ça. Voilà. C'est bon? Même le chat te dit bonjour, tu vois. C'est gentil. Non mais ils ont pas précisé. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Bah, vendredi, on a appris la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi? C'est transformer une machine physique en une machine, en une ou des machines virtuelles. L'avantage de ça, c'est le gain de temps, la consolidation, et puis c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est un bon début. Pour ça, il existe plusieurs logiciels. Il existe un logiciel Exi, mais je sais plus qui fait ça. C'est pas grave. Ah, c'est pas ok. grave. Bon, voilà. ESXi. C'est un logiciel qui est payant. Beaucoup d'entreprises, comme c'est très cher, l'utilisent de moins en moins. Et nous, on a utilisé Model V, qui est Microsoft. Une simple licence professionnelle permet de l'utiliser. Avec ce logiciel, on a vu comment créer un et des serveurs, en modifiant les cœurs des processeurs, en modifiant, on a vu qu'on pouvait modifier la RAM, qu'on pouvait modifier les disques durs, on pouvait un peu tout modifier. Et on a vu aussi qu'on pouvait mettre des mémoires dynamiques qui peuvent être à la fois dangereuses si l'ordinateur, si le serveur nécessite beaucoup de ressources, merci. Mais à la fois, ça peut être avantageux si le serveur ne nécessite pas trop de ressources. On a vu comment aussi éviter à chaque fois de réinstaller Windows en utilisant, je m'en souviens plus, c'est Syspray. Apparemment, il y a quelqu'un qui veut te remplacer. Ouais. Je crois qu'on va faire un changement. C'est qui a dit Sysprep? C'est bon, tu passes au alors, tableau. Alors, hop, remplacement. Il avait l'air pressé de vouloir parler. Petit rappel. Je l'ai chuchoté. Juste rappel. Le jour du titre, vous êtes tout seul. Ok, ça marche. C'est juste pour ça. Ah, ok. C'est juste pour ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à ta place, Maxence. Bonjour H. Donc voilà, c'est qu'on a utilisé Syspret pour réinitialiser, réinitialiser les Windows pour que ce soit pas identique. Une fois qu'on a cloné les VM. Pourquoi Syspret? Parce que quand on les clonait, ça avait la même identité. Et Syspret sert à qu'elles n'aient pas la même identité par rapport à Active Directory plus tard quand on le fera. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Alors moi j'ai des petites questions. Est-ce qu'il y a des prérequis bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Est-ce qu'il y a des prérequis matériaux quand on doit installer un hyperviseur? Installer un hyperviseur, ça dépend de... Non, on choisit nous-mêmes ce qu'on... Sur n'importe quoi, n'importe quelle machine. Ah non, il faut qu'il y ait 32 Go de RAM au minimum. Non. Sur l'autre? Non, c'est pas un prérequis matériel, 32 Go de RAM. Ok. Tu veux dire que si par exemple j'ai que 16 Go de RAM, c'est impossible. Ah si, on peut, mais il faut faire attention. C'est le principe des prérequis. Ouais. Les prérequis, c'est les choses qui sont obligatoires. Si tu les as pas, c'est pas possible. Vu qu'on... ça dépend, si on a une VM qui fait 4 Go de RAM, ça dépend l'autre... Mais c'est pas ça, non. C'est pas ma question, c'est pas la bonne réponse. Il y a un prérequis. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir obligatoirement, sinon Hyper-V, ESXi, ça fonctionnera pas. Concernant le matériel. Un autre quoi, un ordi physique. Oui, mais justement, cet ordinateur physique, est-ce qu'il faut qu'il ait quelque chose de particulier? Allez-y, je sais pas moi. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Il Ils sont pas là. Il n'y a pas l'appel à un ami normalement?
Ouais, l'appel Pas à un encore. ami, Il n'a pas déclenché l'appel à un ami. Mais, il faut qu'il ait de la RAM, il faut qu'il ait un processeur. Alors, il faut qu'il- pourquoi je fais ça? C'est ça. Ça s'appelle les accroches mentales. Ok. Quand tu dois te souvenir de quelque chose, il faut que ton cerveau, tu l'entraînes à aller le chercher. Ouais. Tu dois dire, Ok. putain, mais il est où ce truc? Il est dans ta tête quelque part, mais Ouais. il est caché, il est loin, tu l'as pas. Si la réponse, elle arrive tout de suite, Ouais. tu l'oublies en fait. Tu Ok. le garderas pas. Donc, essaye de te souvenir. C'est lié au matériel. Lié au matériel. Il y a quoi comme composant dans un ordinateur? Tu viens de le dire. Processeur, RAM, Voilà. Oui. mémoire, non, pas juste Voilà. RAM, Est-ce que pour la virtualisation, il y a Ouais. un de ces composants qui est, qui pourrait poser problème? c'est la RAM? Non. 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 La RAM, c'est quelque Ouais. chose qui va t'amener du confort. Ouais. Si tu as 64 Go de RAM, tu Ouais, pourras c'est faire plein de VM. Si tu as 4 Go de RAM, tu pourras en faire une. OS, Mais c'est pas grave. La question, ça concernait le matériel. Le matériel. Donc la RAM, c'est pas ça. Tu l'as déjà donné la Tu l'as réponse. dit en plus. Ah ouais? Ouais. Dans les composants que tu as cités, il y a le bon. Ah ouais? Donc là, il faut que tu te souviennes de ce que tu as dit il y a J'ai dit 30 secondes. J'ai dit processeur, mais. Oui, processeur, très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il lui faut à ce processeur? Il faut des cœurs? Non. Non. Il faut de l'électricité? Non. Non, là, il viendra pas, on a beau creuser. Tu l'auras pas. Ce processeur, il le faut. Il lui faut quelque chose. Alors, si tu étais de mauvaise foi, tu dirais il faut que ce soit un Intel, Oui. déjà. Oui, voilà. Bon, bah ça, c'est la mauvaise foi qui fait parler, mais techniquement, il faut quelque chose. Non, non, ça vient pas. Allez, Ouais. on va faire le coup de fil à un ami. Fais un Tu veux ami, appeler qui? Je sais pas qui est chaud. Qui est chaud? Allez, Abby. Allez, Abby. Il faut que le processeur soit compatible et Oui. qu'il ait Ouais. des jeux d'instructions pour la. Ah, ce mot que j'avais pas, ok. Oui. Peu importe. Alors, Oui. encore une fois, ça c'est pareil. Face au jury, connaître le mot précis, Ouais. ça n'a pas d'importance. Ok. Il faut juste dire je sais que le processeur, il doit être compatible. Doit être. Le processeur, il doit avoir un truc qui est prévu pour la virtualisation. Alors, je sais plus du tout comment ça s'appelle, je sais pas où c'est, mais je sais que ça existe. Ça, c'est très important. Souvent, le jury, ils veulent savoir que vous ayez compris les choses. Pas forcément tout connaître par cœur, tous les Ok, ouais. acronymes, Ouais. c'est pas grave. Mais se dire, voilà, je sais, bah, pour la virtualisation, le composant qui peut poser problème, c'est le processeur. Ok. Parce que dedans, Ouais. faut qu'il y ait un truc de compatibilité. Voilà. Ok, ça marche. T'es pas obligé d'approfondir plus que ça. Ok. Des fois, il est désactivé, donc il faut aller dans le BIOS pour l'activer. En plus, Ouais. ça c'est un vil piège Ouais. des fabricants de processeurs. Oui, c'est vrai. Oui, Très bien. bon, merci. Voilà, Voilà. tu vois, c'est pour ça. Donc pour ceux qui passeront, les prochains qui soufflent, ils vont remplacer. Parce que s'ils soufflent, c'est qu'ils veulent parler. Tu vois, ils sont comme toi là, t'avais envie. Je sentais que t'avais envie. T'avais envie de venir là. C'est gentil. C'est dommage pour toi parce que toi qui étais volontaire, tu voulais vraiment finir, mais bon. Est-ce que tu étais blessé? Puis-je Non. partir? Non, tu restes là. Ah, je reste là. Tu restes ici. Je m'assois là, du coup. Non, tu restes debout aussi. Ouais, ça marche. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la semaine prochaine? Reste là. Pourquoi tu t'en vas? Parce que s'ils ont des questions, c'est toi qui vas répondre. Ah, ok, super. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez des questions? Yes. Ce qu'on a fait la semaine prochaine, non. Voilà. Et la semaine dernière? Oui. Ah oui. Oui. Quoi? Ben, on cite les avantages et les prérequis, mais est-ce qu'il y a des inconvénients dans la VM, la virtualisation? Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients à la virtualisation? Ben, faut faire attention voilà, au nombre de machines qu'on crée en fonction de l'hôte. Non, c'est pas des inconvénients, ça c'est dans les avantages. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. C'est faire attention à tout ce qui va être disque dynamique et mémoire dynamique, c'est ça? Donc là, ça peut être dangereux, oui, mais c'est... Si on fait attention à la création, comme je vous l'ai dit hier, on met rien de dynamique, on n'a pas de souci. Non, c'est pas dans les inconvénients, ça. Faut se retrouver. Tu disais parfois on peut se mélanger. Ouais, c'est pas vraiment Ouais, un non, inconvénient. c'est pas vraiment un inconvénient. Non. Non. Personne n'a d'idée? Alors, déjà, il y a un premier truc, le coût. Je vous ai dit que les hyperviseurs, c'était des petites machines ou des grosses machines? Bah, c'est plutôt des grosses machines, les hyperviseurs. Votre serveur Hyper-V, comme dedans, il va y avoir beaucoup de machines virtuelles, il a 4 Tera de RAM. Acheter un serveur à 4 Tera de RAM, je vous dis pas la facture. Hein. C'est genre, Donc, ça s'appelle le ticket d'entrée. Ok. ah ouais. Le ticket d'entrée, en général, quand on fait de la virtualisation, il est élevé. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'équivalent de 10 serveurs physiques dans un seul serveur physique.
Donc quand on va voir le... Alors vous en entendrez parler, le DAF, ça vous dit quelque chose? C'est le directeur administratif et financier, en clair, c'est celui qui fait les chèques. Donc vous arrivez avec un devis, bonjour. Puis il regarde, il fait, c'est la date? C'est le prix? Ah non, non, ça c'est pas possible. Donc il faut justifier que on achète ça parce que ça va, c'est plus facile, ça remplace d'ivraie serveur, c'est plus souple, c'est, comme tu l'as dit, on consolide les ressources. Donc finalement, au bout du compte, c'est moins cher. C'est rentable sur la... Mais, putain, pour rentrer dedans, c'est comme quand tu arrives dans une banque privée en Suisse, bonjour, 10 millions de dollars, vous les avez pas? Non, vous rentrez pas. C'est On ne prévoit pas une deuxième machine en cas de sauvegarde? Alors, c'est pas la sauvegarde le problème de la deuxième machine, c'est la défaillance. Ouais, Votre hyperviseur, il héberge 10 machines virtuelles. L'hyperviseur tombe en panne, explose, prend un astéroïde, brûle. Qu'est-ce qui se passe sur vos 10 VM? Elles sont parties, elles sont mortes. Vous avez perdu 10 serveurs en un coup. Il n'y a pas un cloud? Ça fait de la duplication, tu avais parlé de ça. Mais donc, le problème de la virtualisation, le défaut, c'est le danger. C'est quelque chose qui est dangereux. Parce que si on ne met pas en place la sauvegarde, la redondance, etc., ben on risque de tout perdre. Donc c'est assez rare qu'on n'ait qu'un seul hyperviseur. 2 fois le prix. Et voilà. Et pour avoir de la redondance et pour permettre que si ça brûle, astéroïde, tout ce que tu veux, il y a de la continuité de service, il faut mettre en place des clusters par exemple. Ce qui fait qu'au lieu d'acheter un hyperviseur, tu achètes 2 hyperviseurs. Donc déjà, le DAF, il a failli mourir quand on lui a dit le prix de 1. Là, tu dis, maintenant, il y en a 2. Donc, le vrai défaut de la virtualisation, en général, c'est le prix. C'est le ticket d'entrée pour pouvoir faire de la virtualisation. Parce qu'il faut prévoir ce genre de choses et tout de suite, ça vaut une fortune. Donc, vous avez des entreprises qui ont, vous verrez, 2, 3, 4 hyperviseurs monstrueux, mais ils ont lâché beaucoup d'argent. Donc c'est peut-être le seul défaut de la virtualisation, c'est ça. L'autre défaut de la virtualisation, c'est l'accès au matériel. C'est-à-dire que comme c'est des machines virtuelles, si vous avez des vrais appareils physiques que vous devez brancher sur vos serveurs, c'est compliqué. Parce que comme c'est du matériel émulé, simulé, virtuel, des fois la communication se passe très mal. Des trucs tout bêtes, des douchettes par exemple. Vous voyez ce que c'est les douchettes? C'est des trucs pour faire des bips, pour scanner les codes barres. Ça remonte pas dans les machines virtuelles, ça. Est-ce que vous vous souvenez, quand on a regardé les paramètres des VM, est-ce que vous avez vu port USB? Non. Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas de port USB dans les machines virtuelles. C'est normal. C'est fait pour émuler des serveurs. Et c'est quoi, pas des postes de travail. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alternative. Parce que c'est fait pour émuler des serveurs. Et les serveurs, on ne branche pas trop de trucs dessus en général. On ne branche pas des machines, des douchettes, des périphériques. Ça, on ne branche pas sur les serveurs. Donc, voilà, c'est un des problèmes qu'on peut trouver dans la virtualisation. Justement, j'ai une question pour le coup. Quand tu dis on ne branche pas de périphérique, tu te rappelles vendredi quand tu nous disais qu'on pouvait, qu'on n'était pas obligé, je crois que je l'ai mis dans mes notes, oui voilà, on peut installer un logiciel périphérique, donc lecteur DVD, après la création de la VM. Alors, il manque des mots dans ta phrase. Ah mince. Tu peux la redire? Je me comprends. Relis-la. Ah oui, tu te comprends, mais moi je te comprends pas. Mais c'est mes notes du coup. Alors, relis ta phrase. J'ai mis, alors que dans la vie d'une VM, donc en gros qu'on peut installer un logiciel, virgule périphérique par exemple, entre parenthèses lecteur DVD, après la création de la VM. Et quand on est alors, parti dans les paramètres... les mots qui manquent, c'est on peut installer un logiciel avec un lecteur de DVD après l'installation de la VM. Il manque le mot avec. Oui, je vois maintenant. En fait, ok. C'est parce que j'avais dit que les ISO, parce que c'est surtout ça, le lecteur de DVD virtuel, c'est pour qu'on mette des fichiers ISO dedans. Et les fichiers ISO, on s'en est servi, nous, pour le moment, pour installer un système d'exploitation. Mais dans les fichiers ISO, des fois, il y a des logiciels. Tout simple, Microsoft Office, tu l'as sous format ISO. Donc tu l'installes en le mettant dans le lecteur de DVD de la machine virtuelle après l'installation. Pour qu'il le lise, exactement, pour qu'il puisse y accéder. Donc c'est là où c'est pas vraiment, on n'ajoute pas des périphériques à part ceux qui sont déjà prévus. Donc non, une clé USB par exemple, il y a un truc normalement, il y a un truc impossible. Vous avez des données sur une clé USB, vous le branchez sur votre PC, dans la machine virtuelle, ça ne remonte pas. Non, la machine virtuelle, elle y accède pas. Hier, j'ai eu le cas, j'avais un peu exercé, je voulais créer une VM. Et en fait,
Je voulais prendre par exemple l'ISO qu'on avait ici là. Oui. Donc, du coup, je me suis connecté là. Oui. Mais après, en fait, je me suis rappelé que ne serait-ce qu'un copier-coller, déjà, ça passait pas. En fait. Ça passe pas. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est impossible. C'est parce qu'il faut voir que chaque machine virtuelle, c'est considéré comme un ordinateur autonome. Donc il est tout seul dans son coin. Puis la machine virtuelle d'à côté, elle est toute seule dans son coin. Et puis l'autre, il est tout seul dans son coin. C'est fait pour être complètement isolé, les uns par rapport aux autres. C'est fait pour ça. Ça a été créé comme ça. Donc non, les clés USB, ça remonte pas. Eh merci, tu peux retourner t'asseoir. On vous applaudit bien fort, messieurs, bravo. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai une autre question. Oui. Le week-end a été long, donc on a le temps de chercher. Oh, m'en parle pas, putain, j'ai mal aux épaules. Les hyperviseurs, j'ai vu qu'il y avait des type 1, type 2. Oui. Et qu'est-ce que... Il va falloir que je rentre plus dans les détails. Si tu veux, le type 1, il se met dans le processeur. Et le type 2, c'est les faux hyperviseurs comme VirtualBox. Si tu veux les trucs gratuits, c'est ce qui se met sur l'autre. Mais pourtant, ce que je comprends pas, c'est quand on utilise Hyper-V, c'est qu'on utilise un OS, on a Windows, et c'est un type 1. Il est directement sur... Mais on a quand même... Il est dans le processeur. Alors, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand on ajoute la fonctionnalité Hyper-V, donc tu as ton Windows normal, il est installé. Quand on ajoute Hyper-V, ton hôte devient une VM, si tu veux. Pour expliquer plus en détail, c'est une question d'accès au processeur. Si tu as étudié un peu les processeurs, tu as regardé un peu les systèmes d'exploitation, ça dit quelque chose, les rings, les anneaux. The Lord of the Ring. Un anneau pour tous les dominer, pour dans le néant, les rings. Ben, si tu veux, quand tu dois accéder au processeur, on va dire que le matériel, c'est le ring 0. Le BIOS, c'est le 1. D'accord ? Tu vois un petit peu dans l'ordre. Et le système d'exploitation, c'est le 2. D'accord. Quand tu installes un système d'exploitation, il s'installe dans l'anneau numéro 2. Okay. Mais quand tu installes un système d'exploitation dans une machine virtuelle, je vous ai dit, la machine virtuelle, elle croit qu'elle est... C'est une vraie machine. Donc le système d'exploitation de la machine virtuelle, il doit s'installer dans l'anneau numéro 2. C'est obligé. Ben, ce qui se passe, c'est que dans le processeur, il y a un espèce d'anneau 1,5 si tu veux, dans lequel l'hyperviseur vient se mettre. Et ce qui fait que le système d'exploitation de l'hyperviseur, dans notre exemple, nous c'est Windows 11 Pro que vous avez, ben, il se met toujours dans l'anneau numéro 2. Mais l'hyperviseur, Hyper-V, il est dans le 1,5. Et c'est pour ça qu'il faut des processeurs spécifiques. Parce qu'il faut un processeur qui ait la place, qui ait cette espèce d'anneau 1,5 si tu veux, pour qu'il puisse venir se mettre là et simuler bah, pour tous les systèmes d'exploitation, y compris l'autre, comme quoi il est installé dans un vrai processeur. Il faut que je mette les guillemets autour du vrai, hein. Le stream ne le voit pas là, mais c'est entre guillemets un vrai processeur. Et c'est cette espèce d'anneau intermédiaire qui est nécessaire pour les vrais hyperviseurs. Parce que quand on prend les faux hyperviseurs, donc les VirtualBox, etc., eux, ils s'installent dans l'anneau numéro 3, celui des applications. Parce que c'est considéré comme un logiciel, pas un hyperviseur. Donc comme eux, ils s'installent dans l'anneau numéro 3, pour accéder au processeur, il faut qu'il passe par l'anneau numéro 2, là où il y a le système d'exploitation, qu'il passe par l'anneau numéro 1, où il y a le BIOS, avant d'accéder au 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des faux hyperviseurs, parce qu'ils sont moins performants qu'un type 2, qui lui va vraiment se mettre dans... Bah, il est dans le processeur, il est dans l'anneau 1,5 qui a été prévu à cet effet. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont plus performants, plus rapides, plus stables aussi. Ils sont plus stables, les vrais hyperviseurs. Une question, du coup, si on a un processeur qui ne prend pas en compte la virtualisation, et si on utilise un Oracle machin gratuit... Ah, un VirtualBox, oui, oui. Du coup, ça peut marcher quand même. Oui, oui. Oui. Ouais. Eux, ils n'ont pas besoin de jeu d'instruction de virtualisation. Okay. Parce qu'ils passent par le... Ils l'émulent de façon logicielle. Comme une application. Alors c'est là, quand on parle après de la performance de ces trucs-là, si vous utilisez VirtualBox ou Hyper-V, vous ne verrez pas la différence. Au niveau perf, ce sera la même chose, parce que vous ne les utilisez pas, vos VM. On s'en sert pas. On va les démarrer, on va bricoler 3 conneries, puis après on n'y touche plus aux VM. On en fait une autre, mais vous passez... En fait, vous travaillez sur une VM à la fois. Même si elles sont démarrées, elles ne consomment rien. Dans la vraie vie, c'est pas pareil. Hein. Quand tu fais des serveurs et qu'il y a 2000 personnes connectées dessus, t'intéresse à ce que ce soit performant.
D'autres questions? Oui. On parlait quand il y a 2000 personnes connectées dessus. Et quand il crash, c'est pourquoi? Parce qu'il y a trop de raquettes en même temps? Alors, il y a beaucoup trop de réponses pour cette question. J'en ai pas la moindre idée parce que je ne connais pas l'intégralité des serveurs du monde, ni tous les logiciels qui sont installés dessus, ni comment ils ont été développés, certainement mal, hein, ni est-ce qu'ils sont sous-dimensionnés ou pas, ni s'ils subissent une attaque, ni de la qualité des requêtes, ni... Comment tu veux que je réponde à cette question? Comment veux-tu que je réponde à cette question? Pourquoi un serveur crash? Je sais pas, disque dur, mémoire, mal développé, attaque... Comment tu veux que je le sache, moi? C'est impossible à savoir. Faut que tu me dises le serveur. Faut que je l'analyse. La réponse est, ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Merci. D'autres questions? Non? Bon. Ça va? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc c'est parti pour parler du réseau. Alors, non, c'est pas le bon logiciel que je veux faire. Alors, on va commencer par le truc le plus important. Salut Lou. Juste une question avant qu'on commence. Trop tard, j'avais demandé s'il y avait des questions, t'as pas dit... Ah. Comme on a été éjecté, on a dû recréer... Quand on a été éjecté de quoi? Du VPN pour se connecter ici. Parce que j'ai entendu en arrivant qu'il y en avait un qui était dans le même cas, mais je pense qu'ils étaient plusieurs en fait. Le signet a disparu. Le signet en fait a disparu, on a dû le recréer. Ah, ouais, moi aussi. Moi j'ai oublié comment Et comment je le sais? Non, non. Ah, d'un seul coup, là, ça y est, ça. Des questions? Non, tout va bien, ouais, tout va bien. J'apprends. Tous vos signets ont disparu? Ouais, alors, non. En fait, Moi je te l'ai dit, je le voyais plus. Le favori qu'on avait créé avait disparu. Ouais. Et donc, une fois que tu as réinitialisé mon adresse IP, je pense que c'était pour ça. Donc on a retapé l'adresse, on a remis... Non, ça n'a aucun lien. Ah bon, Normalement, parce que- les signets ils doivent rester. Ouais, moi j'avais pas de problème d'IP, enfin ça s'est connecté une première fois, en fait ça a disparu. Et a priori il y en a d'autres. Alors, bon, Ouais. donc on va Moi poser aussi. la question à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui avait toujours son signet quand il s'est connecté? Ok, donc ça veut dire qu'il a disparu pour tout le monde. Ah. Ça, c'est pas normal. Normalement, quand on crée les signets, c'est justement pour les conserver. C'est pour que le signet, il reste. Ah, bah alors là, je ne sais pas. C'est pas normal. En tout cas, chez vos prédécesseurs, ça n'avait pas posé de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Non, Il y a un lutin qui a effacé tous les signets. Le NAS, Ça, c'est le NAS dommage. n'avait pas disparu. Non, Ah ouais, non, c'est pas le NAS, ouais. c'est le signet. Attention, le signet, il est dans l'onglet d'à côté. Hein. Voilà, dans Ouais. Il faut cliquer celui où il y a votre nom là. Ouais, Oui. il a disparu. Moi je l'ai plus. Bah, si j'ai posé la question, apparemment personne n'a répondu qu'il avait toujours, donc qu'il a disparu. Bah, vous allez le refaire. Ça y est. Alors on a dû le faire. Oui. Vous avez dû le refaire. Je sais plus comment on fait. moi. Ce qui n'est pas normal qu'il disparaisse. Hein. On va suivre ça alors. On va suivre ça parce que c'est pas normal qu'il disparaisse. Je vais investiguer alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben là, je sais pas. Bon, je vais regarder ça. Donc, le réseau. Alors, quand on va parler du réseau informatique, hein, bien sûr, c'est de ça dont on va parler. Quand on parle de réseau informatique, quand on crée un réseau informatique, quand on analyse un réseau informatique, quand on dépanne un réseau informatique, etc., vous devez réfléchir en couches. La logique de fonctionnement des réseaux, on réfléchit comme une couche, comme des couches, comme un millefeuille. Et donc, le réseau, il a été modélisé avec un modèle qu'on appelle le modèle OSI. Pardon, le modèle OSI. Alors, c'est OSI, Ouais. mais on dit le modèle OSI. C'est comme ça qu'on l'appelle, le modèle OSI. Et le modèle OSI, il est divisé en combien de couches? Raté. 7. Donc il y a les fameuses 7 couches du modèle OSI. Alors, ces 7 couches du modèle OSI, vous devez les connaître par cœur. Pourquoi? Parce que pendant les entretiens d'embauche ou le passage du titre, on aime beaucoup que vous les connaissiez. Soit les 7, soit c'est pas rare qu'on vous dise vous pouvez me parler de la couche 4 du modèle OSI s'il vous plaît? Voilà, ça c'est une question typique que peut vous poser le jury ou quelqu'un qui veut vous embaucher pour que vous ayez un peu une idée de ce que c'est. Aujourd'hui, vous ne comprendrez rien de ce qu'est le modèle OSI. Je ne vais pas vous détailler
toutes les couches. Ça fera partie de vos devoirs. Dans votre lexique, je veux que vous écriviez les 7 couches du modèle OSI avec une ligne de descriptif pour chaque couche. Vous ferez ça ce soir. Normalement, vous ne comprenez rien de la description d'aucune des couches. C'est normal. Par contre, à la fin de la formation, vous comprendrez ce que veut dire chaque couche du modèle OSI. Donc ça ne sert à rien de le détailler aujourd'hui. Il faut savoir que ça existe, que ça a été créé pour mieux comprendre, analyser, dépanner le réseau, mais c'est tout. Bon, c'est vrai qu'il existe la couche 8 du modèle OSI, qui est assise entre la chaise et le clavier. C'est un truc d'informaticien. Il y a un problème, oui, c'était un problème de couche 8. Comme ça, normalement, Brigitte, elle ne comprend pas qu'on parle d'elle. La fameuse couche 8 du modèle OSI. Mais non, ça s'arrêtera à 7. D'accord? Donc, vous me ferez ça ce soir. Évidemment, qui passera demain matin, il aura une petite question. La couche 3. La couche 7. Évidemment, hein. Je te préviens. Comme ça, tu pourras réviser ce soir le modèle OSI sur Wikipédia, tu vois. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Tu peux apprendre par cœur les 7 définitions. Juste une petite phrase, une ligne ou deux, hein, pas plus. Hein. Parce que sur Wikipédia, il y a un pavé comme ça. Pas la peine de tout savoir par cœur sur toutes les couches. Hein. Juste une petite définition. D'accord? En ce qui me concerne, moi, je ne vais pas faire le modèle OSI, mais on va travailler aussi avec des couches. Mais on va travailler qu'avec 3 couches. 3, ça suffira. Et ça suffira pour toute votre vie informatique. Hein. Le modèle OSI, c'est vraiment quand on analyse vraiment en profondeur le réseau. 3 couches suffiront. La première couche dont on va parler, c'est la couche physique. La deuxième dont on va parler, c'est la couche protocole. Et la troisième, c'est la couche application. Moi, mon modèle à moi, il n'a que 3 couches. Bon, c'est déjà plus simple. 3 au lieu de 7, c'est un petit peu mieux. Le modèle à 3 couches, normalement, il n'existe pas sur Internet. C'est moi qui l'ai simplifié parce que bon, j'ai l'habitude de parler avec des débiles. Je me dis, putain, mais déjà compter jusqu'à 5, c'est compliqué. 7, n'en parlons pas. 3, en général, ça va. Normalement, vous arrivez à compter jusqu'à 3. Et alors, on va bien évidemment passer pas mal de temps sur la couche physique, la couche protocole et la couche application. Pour détailler un petit peu sur chaque couche, dans la couche physique, vous allez trouver tout ce qui est physique. Donc, il y a une règle toute simple pour le réseau informatique. Pour que 2 appareils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils soient physiquement connectés. Donc, il y aura tout ce qui concerne la couche physique. Donc, il faut qu'on soit physiquement connectés. Si 2 appareils ne sont pas physiquement connectés, ils ne peuvent pas communiquer. C'est pour ça que ça s'appelle la couche 1, la couche physique. Parce que si cette couche-là, elle n'est pas connectée, toutes les autres, elles ne fonctionnent pas. Toutes les autres, c'est même pas la peine de continuer. Donc, on va détailler un peu tout ce qui est la couche physique. Après, vous avez la couche protocole. Donc, la couche protocole, c'est protocole de communication. Alors, je fais très souvent une analogie avec le téléphone. Pour que vous puissiez téléphoner à quelqu'un, il faut que vous ayez chacun un appareil physique et qu'ils soient connectés ensemble. Deuxièmement, les téléphones, il faut qu'ils utilisent le même langage. Il faut qu'ils arrivent à parler la même langue. En informatique, c'est pareil. Les ordinateurs, il faut qu'ils parlent la même langue. Donc c'est le protocole qui devra être le même sur les 2 ordinateurs. Il y en a plein des protocoles, même s'il y en a un qui est utilisé partout. Le protocole qu'on parlera dans la touche 2, c'est TCP/IP. On va passer beaucoup de temps sur TCP/IP à bien le décortiquer. Alors, je vous l'écris si vous voulez, TCP/IP. TCP. Ça s'écrit comme ça. C'est le protocole de communication utilisé par les réseaux informatiques le plus utilisé, TCP/IP. Donc, pour que 2 ordinateurs communiquent ensemble, pour que 2 appareils communiquent ensemble, il faut qu'ils soient physiquement connectés, il faut qu'ils utilisent le même protocole de communication, ici TCP/IP, et enfin, il faut qu'ils parlent de la même chose. Et oui, parce que si je reprends l'exemple
de la téléphonie. Vous avez un téléphone, votre interlocuteur il a un téléphone, vous parlez français, il parle français. Oui, mais vous lui parlez de physique nucléaire et il vous répond chirurgie cardiaque. Ah, comme vous ne parlez pas de la même chose, vous ne pouvez toujours pas vous comprendre. Les ordinateurs, c'est la même chose. Les applications, donc là on parle des logiciels que vous allez installer, il faut qu'ils communiquent aussi entre eux avec le même sujet, il faut qu'ils parlent de la même chose. Donc si par exemple, il y a un serveur qui va faire de la base de données et en face vous mettez un serveur qui fait de la messagerie, bah, les deux ils ne peuvent pas communiquer. Pourtant, ils sont physiquement interconnectés. Pourtant, ils ont le même protocole de communication, mais ils ne parlent pas de la même chose. Donc ils ne peuvent pas communiquer. Et donc quand vous allez analyser, installer, dépanner, créer du réseau, vous devez avoir toujours en tête ces trois couches-là. D'abord la couche physique. Il faut que les appareils soient physiquement interconnectés. Puis la couche protocole. Il faut que les appareils utilisent le même langage de communication. Puis la couche applicative. Il faut qu'ils parlent de la même chose. Il faut que les logiciels soient synchronisés entre eux. Que ce soit les mêmes logiciels des deux côtés. Un exemple que vous connaissez. Sur Internet, j'ai un serveur web. Vous utilisez quel logiciel pour vous connecter à un serveur web? Un navigateur. Un navigateur web. Si sur mon ordinateur, je lance Word, bah, est-ce que Word il peut se connecter à un serveur web? Il peut afficher des pages web? Bah non. Pourtant, au niveau réseau, tout est bien configuré, mais ce n'est pas les bonnes applications. Donc ça, c'est une gymnastique à avoir tout le temps en tête et toujours faire les choses dans cet ordre-là. En 1, la couche physique. En 2, la couche protocole. En 3, la couche applicative. Parce qu'évidemment, si vous commencez à vous poser des questions sur les applications et que le câble réseau il n'est pas branché, eh ben, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, la couche physique elle n'est pas connectée, ça ne communiquera jamais. C'est souvent l'erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait les choses, mais dans le désordre. On va commencer à chercher, ah c'est peut-être une histoire de sécurité, ou c'est pas le bon navigateur, machin. Vous n'avez même pas vérifié le réseau d'abord. Vous n'avez même pas vérifié la couche physique en premier. C'est ce qu'il faut faire en premier. Faire les choses dans l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la conception du réseau un besoin d'envisager ce qu'on va en faire après pour déterminer le besoin qu'on a en physique? Ça ne change rien. Ça change rien. Il faut commencer par la couche physique. Toi, tu es en train de me parler du dimensionnement. Oui. Mais ça, c'est après. Il faut quand même commencer par la couche physique, point. Que ce soit pour la création, l'installation ou le dépannage, il faut commencer par la couche physique. Alors après, il y a les cahiers des charges, il y a plein d'autres choses. Mais ça vient après. Dans la logique, c'est par celle-là qu'il faut commencer. Après, le choix de la couche physique, le choix du protocole ou le choix des logiciels, bah la réponse est ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Pardon. Et il faut que tu sois réactif là. Il n'y a que toi en plus là sur ça dépasse. Bah oui, mais ça c'est l'âge. C'est l'âge. Non, ça s'appelle la culture. Ah oui, ça rien à... Me dis pas, ils ont tous grandi avec, ils l'ont vu 400 fois. Je sais pas. Sérieux, vous avez pas vu Le Père Noël est une ordure? Non mais là, il y a un certain, je suis sûr que non. Non, moi j'ai pas vu. Voilà. Non, sans déconner. Non, mais bien sûr. Vous avez jamais vu Le Père Noël est une ordure? J'ai zappé sur les rediffs à la télé tous les ans, mais Mais moi j'ai une question, pourquoi c'est moi en tant que la plus jeune qui vois des trucs de votre époque? Bah parce que t'es la plus vieille en fait. C'est parce qu'en fait t'es vieille. Voilà. T'es périmée, hein, t'es obsolète. Hein, bienvenue dans mon univers. Je vais te parler de mon mal de dos là. Tu vois, oh là là, c'est horrible. Oh, t'inquiète, je l'ai vécu. Ouais. Je suis obligé de faire du sport, il paraît. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Le regarder ne suffit plus. Pourtant, c'est pas faute de regarder. Mais c'est normal, moi, ils m'ont enlevé mon match hier. Ils l'ont me remis à ce soir, là, c'est tout décalé. Comment je vais faire, là? Il faut que je regarde le ballon d'or et le match en même temps, là. Je suis. Mais n'oublie pas que j'ai qu'un seul neurone. Comment je vais faire? Pour te faire tourner? Je sais pas comment je vais faire. Heureusement que le ballon d'or, c'est 22h30. Et je regarderai pas la cérémonie avant, quoi. Je saurais pas qui est le meilleur entraîneur, l'équipe. Ce soir? Oui, c'est ce soir le ballon d'or. Ce soir que Dembélé il est ballon d'or. Non mais il mérite. Voilà. Personne en face. D'accord, donc voilà comment ça va se passer. On va étudier la couche physique. Puis, alors ça va être assez rapide la couche physique, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire.
Puis, alors la couche protocole TCP/IP, alors là, il y a gros morceau là. C'est quand on va faire là qu'il va falloir faire les calculs là. Je vous avais parlé des additions. Hein. Ouais. Vous avez pu réviser un petit peu? Les constantes variables, tout ça. Ouais. Les quoi, les? Non, non, tu racontes. Les intégrales. Non, non, 2 plus 3 quoi. Non, fronce pas les sourcils. J'ai dit 2 plus 3. Non, non, sans déconner. 2 plus 3 quand même. Ça va, ça va. Voilà, donc on va faire beaucoup de TCP/IP. Donc c'est une partie un peu difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de théorie. Parce que l'objectif, ça va être que vous compreniez comment fonctionne TCP/IP. Vraiment le pourquoi du comment de chaque chose, que les chiffres ne sont pas choisis au hasard. Il y a des vraies raisons derrière ça. Donc c'est un petit peu dur cette partie-là. Et enfin la couche applicative, bah, c'est-à-dire tous les logiciels qu'on installe en réseau. Pendant que je vous ai fait la présentation du planning, je vous ai dit Active Directory. Active Directory, c'est dans la couche applicative. Et d'ailleurs, bon, bah, pratiquement tout ce qu'on va voir pendant la formation, c'est que des applications, mais qui s'appuient sur la couche protocole, qui s'appuient elles-mêmes sur la couche physique. Donc c'est très important de faire les choses dans cet ordre-là. Il y a Pythagore et Thalès. Alors leur dis pas tout de suite là, parce qu'après, ils vont fuir. D'accord? Allez, on va commencer par la couche physique. Ça va? Pas de questions pour l'instant? Ça viendra, vous inquiétez pas. Donc quand on parle de la couche physique, il y avait plusieurs technologies qui se sont un petit peu affrontées au début de la création du réseau, mais il n'y en a qu'une seule qui est restée à la fin. It can be only one. Non, Ethernet. Ouais. Non, il y a un T. Ouais. Il ne peut en rester qu'un. Highlander. Yes. Non, Highlander, non, tu l'as pas? Non, moi ça me fait penser à Hunger Games. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, Hunger Games. Alors, donc, quand vous entendez parler de Ethernet, et non pas Internet, hein, c'est pas pareil, Ethernet, c'est la technologie physique qui est utilisée pour interconnecter les ordinateurs entre eux. Donc, vous entendrez souvent parler de peut-être câble Ethernet, de carte Ethernet, de switch Ethernet. C'est un mot qui reviendra très souvent. Donc attention, c'est pas une marque Ethernet, hein, c'est une technologie. Donc vous avez plein d'éditeurs différents qui font de la technologie Ethernet. Et donc on va commencer par le début, c'est-à-dire les câbles. Donc qu'est-ce que vous avez à savoir sur les câbles ? La couleur, évidemment, c'est important. Vous avez des câbles gris, des câbles blancs, des câbles rouges. Ne notez pas ça, non. La couleur, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. La catégorie des câbles. Voilà la seule chose à savoir sur les câbles. La catégorie des câbles. Alors, c'est quoi les catégories des câbles? Je t'écoute. Oui, ça va jusqu'à 8, je crois. Ça va jusqu'à 8 et ça commence à combien? 1. Oui. Allez, de 1 à 8. Il y a après un autre câble différent, mais ça ne s'utilise pas là-dedans, c'est les croisés. Non, attends, on est en 2025, c'est bon. Oui, alors je me souviens, à l'époque on était avec des machines à vapeur, et donc il fallait mettre du charbon dans l'ordinateur, c'est bon quoi. À une époque il y avait ça, hein. Oui, non mais à une époque il y avait plein de choses. À une époque on était dans des grottes, et puis on faisait on mettait nos mains sur les murs pour faire des dessins. Alors, c'est quoi la catégorie du câble? La catégorie, c'est un peu la qualité, si vous voulez, du câble. Donc, avec la catégorie du câble, vous avez la qualité du câble. Et associé à la qualité, vous aurez la vitesse. Alors, ça, c'est quelque chose à savoir. La vitesse en informatique, dans les réseaux, la vitesse s'est exprimée en quelle unité? En bits par seconde. Donc c'est des bits par seconde. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un bit? Ouais, je suis pas sûre. C'est facile. Un bit, c'est 0 ou 1. C'est ça un bit. C'est soit 0, soit 1. Le binaire. Oui, c'est ça le binaire. C'est 0 ou 1. Ouais, non, ouais, le binaire ça va, mais je sais pas comment 1, 1, 1, voilà.
Tout ça, c'est des bits. Donc par exemple, si j'écris 1100, là j'écris combien de bits? 4. Je sais pas si vous voyez. Attends, je descends. C'est pas le truc de la Ma question c'était, j'ai combien de bits là? 0 égale à 1, donc 4. Non, la question est combien il y a de bits là, ici. Je vais le zoomer, peut-être que... Alors, pardon. Hop, tac, là, vous voyez combien de bits? 4. Là, il y a 4 bits. Parce qu'il y a 4, 1 ou 0. Ça, c'est du binaire. Et ça, c'est la base de l'informatique. C'est ça le truc où après tu peux convertir le 1 en 64, 32... C'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais on va certainement le faire demain. Ça bloque. C'est là où ça va piquer un peu. Ouais, 64, 32... Donc on va pas faire que 2 plus 3. On va peut-être faire 64 plus 32. On pourra accéder de la calculatrice. Non, oui, bien sûr que non, vous devez tout faire de tête. Je te jure Alors, que t'en as 64 pas. plus 32, c'est Ah, bon. bien. Je te jure qu'une fois que Alors, t'as pris, t'en as prépare-toi ce vraiment soir. Ce soir, tu fais 64 plus 32, Quand il s'agit de 32 maths, plus mon 16. cerveau tourne au ralenti en fait. Ah mais moi Mais aussi. c'est pas grave, on a le temps. Je On a le temps. frise. C'est pas grave. On fera contrôle al supre, on va reset ça. Voilà, donc la vitesse du réseau, c'est le nombre de bits qui passent par seconde. C'est comme ça qu'on calcule la vitesse. Donc est-ce que c'est 8 bits par seconde, 1000 bits par seconde, 3 millions de bits par seconde, 10 milliards de bits par seconde, etc. On va pas tous les calculer. Bien sûr que non, on va pas tous les calculer. Mais ce que vous allez trouver comme information, donc comme ce sont des bits par seconde, des fois on en fait passer beaucoup. Donc vous devez connaître les multiplicateurs, c'est-à-dire le terme kilo. Kilo, c'est égal à combien? C'est 1000. Et ça s'écrit comment? KB. Alors attention, c'est un K majuscule. KO. Kilo. Non, S. Alors je vais mettre je vais les mettre en entier. 1 kilobit, c'est égal à 1000 bits. Et ça s'écrit 1 KB minuscule. C'est très important. Après le kilo, c'est le méga. Mégo. Méga. Le mégabit. C'est égal à, évidemment, 1000 kilobits. Et ça s'écrit 1 MB minuscule. Oh, ça va pas. Ou 1 million de bits. Quoi. Ou bien 1 million de bits aussi, ça marche aussi. Voilà. Après le méga, c'est le raté. Giga. Non, c'est le gigabit. C'est égal à 1000 mégabits. C'est égal à 1 gigabit. Après le giga, c'est le Tera. Voilà. Terabit. C'est égal à 1000 giga. C'est égal à 1 terabit. Après le téra, le péta. Péta. Ça existe? Enfin, oui, ça existe, mais je... Oui, ça existe. C'est 1000 téra, un péta. Ok. C'est une unité de mesure. Oui. Après le péta, c'est quoi? Exact. Exact, iota, enfin, etc. Bon, à chaque fois, c'est fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000. Bon, dans les termes que vous rencontrerez dans votre vie d'être humain normal, si vous travaillez dans une société à peu près normale, on parle évidemment que du kilo, méga, giga, téra. Alors, le péta, c'est pas pour tout de suite, quand même, parce que c'est vraiment un énorme chiffre hein, du péta. C'est plutôt quelque chose dont on entend parler quand on vous dit Microsoft a installé un nouveau data center au Mexique qui contient 150 hexaoctets de stockage. Voilà, c'est quand vous avez des chiffres énormes, on vous dit alors le trafic internet annuel est de 4000 hexaoctets secondes. Voilà, à part quand on est dans les très gros chiffres. Dans votre quotidien, c'est plutôt kilo, méga, giga, téra. C'est ces quatre-là
que vous allez retrouver, et à chaque fois c'est x 1000, x 1000, x 1000, x 1000. Pareil pour péta, du coup, c'est 1000 terabits. C'est 1000 terabits, etc. À chaque fois c'est pareil. Péta, l'exa c'est 1000 pétabits, etc. Mais c'est, voilà, c'est pas très répandu, c'est pas très quotidien, pas encore. Hein. Moi je me souviens d'une époque où j'achetais un disque dur qui faisait 10 mégaoctets, et je disais, je vais jamais le remplir. Et je suis pas si vieux que ça. Hein. Donc peut-être que bientôt on aura des clés USB. Ah, j'ai une 2 pétas. Ah merde, ça rentre pas. Elle est trop petite. Ah, j'ai mis 2 films. Ah, j'ai mis 2 films, il n'y a plus de place. Peut-être qu'on arrivera à ça un jour. Enfin, c'est sûr qu'on arrivera à ça un jour. Mais bon, on sera peut-être sur la Lune à ce moment-là, ou c'est quand on voudra coloniser Mars. On aura ça. Ah non, on est en train de coloniser Mars. C'est pas bon ce que je dis. C'est pas bon. Ah bah, c'est parti là, on a déjà envoyé des robots, ils ont pris des photos, t'as déjà l'annonce Airbnb hein, si tu veux, petit terrain sur Mars, ah non, on est bien. Et donc toutes ces unités, donc quand vous allez calculer un débit, une vitesse de réseau, c'est ça par seconde. Donc je reviens à ce que j'avais dit sur les câbles, avec la catégorie du câble, est associé à une vitesse. C'est-à-dire que si vous prenez un câble de catégorie, par exemple 3, la vitesse maximale, ce sera, je sais pas combien, par exemple, mégabits par seconde. C'est X mégabits par seconde au maximum. C'est la catégorie. Catégorie 3. Parce que comme je fais 2 fautes d'orthographe par mot, j'essaye de mettre des petits trucs. Bon, et il se trouve que sur le câble, c'est écrit, il y a écrit 4, 5, 4, 4, 4, 3, bon ça peut arriver mais bon, c'est surtout le catégorie c'est écrit dessus. Parce que ce que j'ai dans la main, c'est un câble de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous ne faites pas la différence. D'où vous êtes, vous ne pouvez pas le savoir. Ils ont tous exactement la même tête. Ça ressemble à un truc comme ça, un câble réseau. Et du coup la qualité elle est liée à la vitesse maximale qu'il peut supporter. Qu'est-ce qui est tombé là? C'est mon téléphone, toi. Ah, c'est ton téléphone, pardon. Là, excuse-moi, tu peux reposer ta question? Du coup, est-ce que la qualité du câble, il est quantifié en fonction de la vitesse maximum qu'il peut supporter? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'un câble de catégorie 3 va accéder à une telle vitesse maximale. Ouais. Un câble de catégorie 4, ce sera plus. Un câble de catégorie 5, ce sera plus. Un câble de catégorie 6, ce sera plus. Un câble de catégorie 7, ce sera plus. Et un câble de catégorie 8, ce sera plus. Toujours plus. Tu connais toujours plus? Alors maintenant, on peut se poser la question, comment ça se fait que là-dedans, il y a 8 fils de cuivre. Hein, les câbles réseau, il y a 8 tout petits fils à l'intérieur. Comment ça se fait qu'entre un câble de catégorie 3 et un câble de catégorie 8, on a fait x100 au niveau vitesse? C'est le même cuivre à l'intérieur. C'est le même cuivre. Plus, non, c'est pareil. Ils font tous exactement la même dimension parce qu'au bout, tu as des prises. Donc ça s'appelle des prises RJ45, le modèle, hein, ça s'appelle G45, c'est les mêmes prises partout. Donc si tu veux, pour rentrer les fils dedans, c'est exactement le même diamètre depuis toujours. Il y a autre chose qui a changé. L'isolation, ça porte un autre nom. Le cuivre? Le blindage. Le blindage. Les câbles que vous avez, ils sont plus ou moins blindés, suivant la catégorie en fait. Plus vous montez en catégorie, meilleur sera le blindage. Sinon il y a des pertes. Mais il y a quoi? Pourquoi il y a des pertes? Les trucs se barrent là, tu vois, il y a des bits qui coulent là? Non, c'est quoi? Les ondes de fréquence. C'est les ondes de fréquence, c'est-à-dire parasites peut-être? Les parasites, tu veux dire genre le ténia? Non, le tapeworm. Sur les câbles électriques quoi. Et c'est quoi? Le magnétisme. Le magnétisme. Comme les mecs qui mettent les mains sur le ventre en disant je vais te soigner. Alors, comme vous savez, je suis psychorigide et que les mots ont un sens, on dit pas le machin, le truc, ça s'appelle les perturbations électromagnétiques. C'est ça le bon terme. Et avec ça, vous allez pouvoir briller en société. Ah ouais, les catégories 4. Non, mais c'est blindé contre les perturbations électromagnétiques. C'est classe. Eh, comme dans les films là. Le MP là. La bombe électromagnétique. Ouais. Qui fait tout péter. Ben, c'est ça. Alors pour vous expliquer ce que c'est, ces ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà vu une balançoire? Encore plus fort.
Est-ce que vous avez déjà vu 2 balançoires l'une à côté de l'autre? Bon, on imagine qu'il y a 2 balançoires l'une à côté de l'autre. Vous vous mettez sur une balançoire, et il n'y a personne sur la deuxième. D'accord? Et vous vous balancez sur la première. Vous vous balancez très fort. Est-ce que la deuxième balançoire va bouger un peu? Oui. Eh bien oui. De votre énergie, il y a un petit peu d'énergie qui va se transmettre à l'autre balançoire, qui va inconsciemment vous suivre. Un petit peu, hein. Mais elle va suivre. Mais pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Je vous ai dit que les bits, c'était quoi? 0 ou 1. Comment est-ce qu'on fait passer 0 ou 1 sur un fil électrique? Ben, c'est très simple. Pas d'électricité, c'est 0. De l'électricité, c'est 1. Parce que là-dedans, ça ne fait pas passer des chiffres. Hein. Ça fait passer de l'électricité, c'est des volts, tout simplement. Donc si dans le câble, vous faites passer 0 volts, à l'autre bout du câble, il considère que c'est un 0. Et si vous faites passer 5 volts, s'il y a 5 volts à l'autre bout du câble, il considère que c'est un 1. Donc s'il y a 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est comme ça que les ordinateurs, ils transmettent les bits, hein, tout simplement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du morse? Ouais. Je parle pas de l'animal avec les grandes dents. Hein. Le morse, c'est quoi? C'est un mode de communication, un langage qui s'appuie sur quoi? Non, ça c'est le braille, les aveugles. Mais c'est pareil, ça marche pareil. Et lesquels? Électrique. Pas du tout. Absolument pas, faux. C'est du son. Le morse, ça s'appuie sur le son. Et quand on fait un son court, c'est un 0. Quand on fait un son long, c'est un 1. C'est la même chose. Sauf que ça s'appuie sur le son, le morse. Donc si vous faites 3 courts, 3 longs, 3 courts, 3 longs, vous faites 3 fois 0. raté. Si vous faites SOS. Ça pourra vous sauver quand vous serez coincé dans un sous-sol, avec tout est effondré sur vous. Vous tapez sur les tuyaux, 3 courts, 3 longs, 3 courts, 3 longs. Vous faites SOS. Pardon, s'il y a quelqu'un qui te cherche, tu peux juste taper sur le tuyau, ça va suffire. Oui, ça va suffire, mais bon, pour pas qu'ils se disent ah, c'est un signal extraterrestre, il se répète de façon régulière. Non, mais vu le nombre de personnes qui savent parler le morse, t'as plus de chances qu'on prenne pour un fou furieux que pour quelqu'un qui Alors, est en aide. si tu es sauveteur, tu connais le morse. Ouais. Ah ouais? Eh ben oui. C'est du savoir nautique aussi. C'est Ils font des fois aussi sur le bateau aussi, avec la lumière. Oui, oui, avec la lumière, ils le font aussi. Mais c'est du morse. Tout ça, le principe du morse, c'est voilà, communiquer avec soit des signaux lumineux, soit sonores. Les Indiens, quand ils faisaient avec les signaux de fumée, c'est pareil. Tout ça, c'est la même chose. Ça fait du long, court. Ça fait des lettres quand on les associe ensemble. Et ce qui nous intéresse, nous, en informatique, ben, c'est des 0 et des 1. Donc, quand sur votre câble, vous faites passer 0 volts, c'est un 0. Quand vous faites passer 5 volts, c'est un 1. Bon, tout va bien. Est-ce que vous savez... Donc ça, c'est 5 volts. Hein. L'électricité qui passe dans les câbles réseau, vous pouvez le toucher, mettre la langue, ça piquera même pas. Hein. Donc là, pas de danger d'électrocution. Mais, on a autre chose qui a beaucoup de voltage chez nous. Vous connaissez le courant électrique? Oui. Les prises là, quand on met les doigts dedans et qu'on meurt, c'est combien de volts? C'est 220. Donc là, vous avez 5 volts, et les câbles électriques, il y a 220 volts. Vous n'êtes pas sans ignorer, merci monsieur Tesla, qu'on a du courant alternatif chez nous. Ça veut dire quoi le courant alternatif? Ben, c'est qu'il alterne entre 0, 220, 0, 220, 0, 220, 0, 220, 0, 220, 0, 220, 0, 220. Ça fait ça tout le temps. Donc, si vous mettez un câble réseau à côté d'un câble électrique, vous voyez les deux balançoires là? Donc vous avez une balançoire de 200 mètres de haut, et à côté il y a une balançoire de 5 mètres. Alors autant vous dire que quand la balançoire de 200 mètres elle balance, la petite elle fait 4 fois le tour. Hein. Donc c'est pour ça que les câbles réseau, ils sont blindés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du câble, autour du câble, vous avez une espèce de papier aluminium qui fait tout le tour du câble, qui va le protéger des perturbations électromagnétiques de l'énorme balançoire qui est à côté d'eux. Et en fait, plus vous montez en gamme, entre guillemets, de câbles, meilleur est le blindage. Plus il est protégé. Donc plus on va pouvoir monter en débit parce qu'on monte en fréquence. C'est ça qu'on va changer. Donc plus on monte en fréquence, plus on est sensible. Donc plus on est sensible, plus il faut être protégé. Et plus on veut être protégé, meilleur est le blindage.
En fait, c'est le blindage qui fait tout finalement. Oui, c'est le blindage qui fait faire la qualité du câble. Parce que si on regarde vraiment à l'intérieur, le cuivre, c'est le même. Le signal qui passe, c'est le même. C'est tout le temps la même chose. De toute façon, à 5 volts, si le cuivre était plus épais, le signal passerait moins bien, il est résistant. Il passerait plus du tout même. Il passerait plus. C'est pour ça que c'est les mêmes fils de cuivre en fait. La technologie Ethernet, elle est basée là-dessus et c'est tout le temps la même chose. On change juste l'enrobage en fait du câble pour qu'on puisse monter en fréquence, mais peut-être que et on n'est pas loin d'arriver aux limites du cuivre en fait. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on peut plus monter trop haut en fréquence. Ça passe plus. On a des problématiques aujourd'hui. Il faudra changer de support, peut-être la fibre optique, mais pour l'instant, on va rester sur le cuivre. Ouais, parce que l'or ça marche mieux, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah oui, l'or c'est pas mal ça, l'or. Oui, c'est une bonne idée ça. C'est un super conducteur alors. Bah, on va peut-être faire ça alors, on va mettre des câbles en or alors. Il faut aller chercher les. Ouais, ça va être... Le budget va monter un peu. Ouais. Déjà que le cuivre. Non, déjà le cuivre ça commence à être problématique alors. Donc voilà, donc les différentes catégories correspondent à des blindages meilleurs sur les câbles. Donc comme le blindage est meilleur, on est moins sujet aux perturbations électromagnétiques, donc on peut augmenter la fréquence et donc on augmente le débit. Vous avez 3 minutes. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je recommence. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin et vous dites bonjour, je veux acheter un câble réseau, je voudrais un câble Ethernet, il va vous en donner un. La catégorie qui est la plus vendue aujourd'hui, allez, on va dire 7. C'est celle que vous trouvez dans les magasins. Vous avez 10 secondes pour me trouver la vitesse maximale de la catégorie 7. Oh, merde, il demande à bosser. Oh, le salaud. Vous demandez à qui vous voulez. Voilà. Ah, vous pouvez chercher, hein. Non, mais pas dans votre tête. Bah, à moins que vous y connaissiez vachement bien en câblage. Quelqu'un sait ce que c'est la catégorie 7? Ah, c'est bon, j'ai une réponse. 40 gigabits. 40, donc ça s'écrit comme ça, gigabits par seconde. Sur une distance maximale de 50 mètres. Et 10 gigabits sur une distance maximale de 100 mètres. Et 10 gigabits. La distance donc par seconde, ça c'est 100 mètres. Parfait. Voilà. Ah mais il charge vite apparemment. Hein. Enfin non, ça c'est une première proposition. Est-ce que quelqu'un a une contre-proposition? Et la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Ça se trouve il dit que de la merde. Hein. Déjà moi j'en dis beaucoup. Alors si en plus on s'y met à deux, c'est bon. Je vais ouvrir un petit peu parce que moi j'ai chaud. Hein. Moi ça m'a saoulé. Ça va pas trop te faire chier le soleil? Ah mais je vais redescendre le store. Ah bah, bien joué. Alors par contre, bah, va chercher un marteau si ça t'ouvre pas. Voilà. Comme ça tu auras un bon courant d'air dans le frais dans le dos. T'es malade en 5 minutes, c'est bon. La bande passante change quelque chose C'est ça la bande passante. Hein. Mais là il y a marqué 600 MHz. Mais les mégahertz c'est pas la bande passante. Les mégahertz c'est la fréquence. Ce qu'on appelle la bande passante, c'est normalement le débit. C'est comme ça qu'on dit. Après, les hertz, c'est justement ce qui fait la vitesse. Plus tu vas monter en hertz, plus tu fais passer de 0 et de 1 à la seconde. C'est comme ça qu'on calcule le débit en fait. Mais plus tu vas monter en fréquence à la seconde, plus le moment où tu dois avoir 5 volts est court. Il s'est rapproché en fait parce que tu montes énormément en fréquence. Donc comme il est rapproché, il faut vraiment que tu n'aies pas de perturbation électromagnétique parce qu'il faut que ton flux montant, tu vas passer de 0 à 5 volts, il faut que ce soit instantané. Parce que si tu as une autre balançoire à côté qui fait tu montes à moitié, et ben là c'est mort. Donc c'est pour ça que le blindage il est vraiment costaud. Donc voilà. Évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître la vitesse de toutes les catégories. Ça sert à rien. Moi, à votre place, j'en connaîtrais que une. Une seule. Non, pas la 7. Je vais vous en demander une autre. Non. Je vais faire ça différemment. Je voudrais connaître la catégorie minimum pour faire du 1 gigabit par seconde. C'est 1 gigabit? Ouais.
Ça veut dire que si j'ai des catégories 5, je peux pas faire du gigabit. Non, parce que ça passe à 10 à 100 mégabytes par seconde. Les câbles... Sur la catégorie 5 ouais. Catégorie 5. Alors c'est 5 ou 6? 5, je dirais 5. C'est ça. Donc c'est la catégorie 5, hein, la plus petite. Et normalement même c'est 5E. 5E, voilà. Ah, c'est la 5E, parce que la 5 elle n'existe pas. En fait. Voilà, donc si vous devez en connaître qu'une seule, c'est la catégorie 5. Alors j'écris 5E, hein, parce qu'il y a un dérivé de la catégorie 5, mais tous les câbles c'est des 5E. Vous avez, il n'y a pas de catégorie 5 et tout. C'est ça à connaître. Pourquoi? Parce que en dessous de, donc c'est 1 gigabit, hein, on est d'accord? La catégorie 5 ça vous fait du 1 gigabit. En dessous de 1 gigabit c'est du 100 mégas. Et 100 mégas c'est vraiment à la ramasse totale aujourd'hui. Les réseaux à 100 mégas c'est horrible, quoi. Vous êtes... je sais pas, vous êtes à vélo, vous êtes à pied. Vous êtes même pas à pied, quoi. Vous êtes même pas, mais même pas en ADSL, quoi. C'est horrible. Depuis quand on utilise cette catégorie? Parce que si on a laquelle technologie tu parles? Celle que tu dis, 1 giga. Le gigabit? Oui, est-ce qu'il y a encore des entreprises qui sont... D'accord, alors est-ce qu'ils changent leur câble tous les 10 ans ou, alors, comme je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde, je ne peux pas répondre à cette question. La réponse est... ça dépend. Ouais, ça dépend. Voilà, tu viens de le dire. Est-ce que toutes les entreprises du monde changent leur câble tous les 10 ans? Je sais pas. Combien ça coûte de changer tout le câble de toute l'entreprise? Combien ça coûte? Réponds à cette question, s'il te plaît. Des sous. Est-ce que les entreprises, ils ont des sous pour payer ça? Ça dépend du pognon, mais ça dépend surtout de la vitesse dont ils ont besoin. La question, c'est le besoin. Mon entreprise, c'est une entreprise qui fait du calcul de trajectoire de comètes dans l'espace pour savoir si on va frapper la Terre. Et j'ai donc 250 serveurs reliés entre eux qui ont besoin de 400 terabits secondes d'échange entre eux. Ah bah ouais, leur câblage, c'est tous les 2 ans qu'ils le changent. Hein. Et ils mettent de la fibre optique partout. Mon entreprise, c'est un verger qui fait pousser des pommes. Ils sont encore en 10 mégas. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, sur ce genre de questions, vous imaginez bien qu'il est impossible de répondre. La réponse est donc, ça dépend. Ça dépend. C'est quoi le budget? C'est quoi le besoin? C'est quoi l'envie? Mais ce que vous devez connaître, à mon sens, c'est catégorie 5. Parce que catégorie 5, ça fait du gigabit. Et c'est aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, la norme. La norme des réseaux d'entreprise, c'est le gigabit, on dit. Alors vous pouvez dire le 1000 mégas si vous avez envie, le 0,1 Tera, faites ce que vous voulez, mais c'est le gigabit. C'est ça qu'on trouve partout. C'est, on va dire, le minimum. Si effectivement, vous arrivez dans une entreprise et vous dites « Ah, mais le réseau, ça rame », ils vont dire « Ah ouais, parce qu'on a des vieux câbles catégorie 3 qui sont passés partout dans les goulottes, et puis ça nous coûte 10 millions de dollars de tous les changer. On n'a pas les moyens. Donc on reste en 100 mégas. » Bon, ça se justifie. Mais vous devez donc connaître cette histoire de catégorie, et ça explique pourquoi il y a des fois des réseaux qui sont très lents. Ça explique pourquoi dans certaines entreprises, il y a une partie de l'usine qui est la première partie qui avait été câblée il y a 25 ans, qui a encore des câbles catégorie 3 dans les murs, et c'est pour ça que les bureaux qui sont là-bas, Internet, ça rame comme c'est pas possible, mais parce qu'ils ont des vieux câbles et que, eh ben, on n'a pas 3 millions d'euros à mettre, parce que pourquoi? Mais parce que ça, tu sais, c'est le vieux château qu'on a transformé en chai. Et vous savez que le vieux château, bâtiment, monument historique, on n'a pas le droit de faire un trou. On peut pas changer un câble sans que les architectes de France ils viennent mettre leur nez. Ben voilà, donc on peut rien faire. Donc ça arrive. Ça arrive que vous ayez comme ça des parties de bâtiments isolés, ou à l'inverse, il y a des bureaux tout neufs qui sont en câble catégorie 8. Bon bah eux ils sont en 10 gigabits. Alors eux, ça déboîte, hein. Alors que le reste de l'usine, c'est du gigabit. C'est un peu plus lent. Voilà, il faut juste connaître l'existence de ces histoires de catégories de câbles. Et donc si vous devez en connaître qu'un seul, c'est le 5E, comme ça, dans votre tête, vous vous dites, bah si c'est en dessous de 5, fait chier. Fait chier. Si c'est au-dessus de 5, ça doit aller. Et
Alors, quand vous serez au 10 gigabits, il faudra vous poser la question. Alors c'est du 6 ou du 7 ne l'apprenez pas par cœur. Vous avez mis combien de temps pour trouver l'info? 5 secondes. 5 secondes, voilà. Typiquement, ça sert à rien de connaître la vitesse de chaque catégorie. Ça n'a aucun intérêt. À part si c'est votre quotidien, bien sûr. Si vous faites du câblage tout le temps, ça fera gagner du temps de le connaître par cœur. Mais non. Un seul, la catégorie ça existe. La vitesse en dépend. Et je sais que voilà, en dessous de 5, ça craint. Au-dessus, normalement c'est bon. Par exemple, si on va faire Faut que tu arrêtes de dire j'ai une petite question. Pose-la direct. Si par exemple on va faire une nouvelle installation à zéro, on cherche à comprendre les besoins, on met carrément de la 8 direct catégorie. Ça dépend, c'est quoi le budget? Et voilà. Ouais, mais voilà, donc là il y a le choix de la technologie, le besoin de la technologie et le budget de la technologie. C'est lequel qui est prioritaire dans ton cahier des charges? La réponse est donc... Mais non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je fais une nouvelle installation, alors évidemment, moi je rêve, je mets du catégorie 10 partout. Elle n'existe pas la catégorie 10, elle est encore dans les labos, mais je mets ça partout, bien sûr. 10 000 € le mètre. On s'en fout, c'est le rêve. Le centimètre. Le centimètre, allez. Bah non, mais non, ça dépend. Mais bien sûr que ça dépend des besoins. Aujourd'hui, c'est la catégorie 7 qui est le meilleur rapport qualité-prix. Paradoxalement, si tu veux racheter un vieux câble de catégorie 5 ou 4, ça doit te coûter plus cher que le catégorie 7. Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Comme la RAM. Comme dans les usines, ils fabriquent énormément de catégorie 7, bah au mètre, c'est moins cher que le catégorie 6. Parce que le catégorie 6, ils en font plus beaucoup, ils les font que au besoin. Donc ça coûtera moins cher de faire du catégorie 7. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Au début, on était en catégorie 3, on a tout câblé en catégorie 3, puis on est passé à la catégorie 4, on a tout câblé en catégorie 4. La 5, la 6, aujourd'hui c'est la 7. C'est normal de tout câbler en catégorie 7. Et c'est largement suffisant, on peut faire du gigabit, voire du 10 gigabit, du 40 gigabit, c'est la folie. Mais ici, une information importante est apparue. C'est la longueur maximale du câble. Donc première information, il y avait la catégorie. Donc on sait qu'on a du 4, du 5, du 6, du 7, voilà, j'ai du catégorie 7, super. Mais mon câble, si je veux faire du 40 gigas, il ne faut pas qu'il dépasse 50 mètres. Si je veux faire du 10 gigas, il ne faut pas qu'il dépasse 100 mètres. Bon, c'est pareil, il n'y a pas besoin de connaître toutes les tailles. Vous n'en retenez qu'une seule, 100 mètres. Les câbles Ethernet, ils ne peuvent pas dépasser les 100 mètres. Je t'écoute. Alors, hier, du coup, j'étais chez mon père et il nous a filé un serveur, etc. machin. Du coup, il nous a filé un câble Ethernet avec. J'aimerais bien savoir pourquoi, sur le câble, il y avait écrit qu'il faisait 34 km. Kilomètres. Il va falloir que tu me l'amènes et qu'on le mesure. Peut-être qu'il venait d'une bobine. Ah, je sais pas. Parce que là ça c'est un câble. Non, mais il y avait écrit 34... Et après, il y avait il y avait 3, K majuscule et un M minuscule. Il y avait bien écrit KM. Non, genre en gros, ça nous avait écrit 34 000 mètres. 34 000, etc. Il y avait écrit 34 000 M. D'accord. Il y avait des petits pointillés à des moments sur le câble. Il n'y avait pas d'autres chiffres. Parce que les câbles réseau, ça s'achète en bobine. Ça s'achète en tour. Non, en touret, pardon. Ça s'achète en touret. C'est-à-dire que tu peux acheter un touret de câble qui fait 10 km. Il est tout enroulé sur lui, ça sert à ce que tu tires le câble, le morceau que tu veux, et tu le coupes. Et tu fais tes morceaux comme ça de câble comme tu veux. Ça coûte moins cher si tu veux d'acheter une fois 10 km de câble, plutôt que d'acheter 10 000 fois 1 mètre. Et bah on a une fois 30 km. Peut-être que donc ce... Mais non, c'est un morceau des 30 km que tu as. Parce que je crois pas qu'il fasse 30 km. Non, je me disais bien que ça c'est juste un morceau. Non mais ok, d'accord. Donc attention à ces 100 mètres. Pourquoi ces 100 mètres maximum? C'est lié à la résistance du cuivre. Quand le signal électrique il passe dans le fil, bah, c'est des électrons qui bougent, ça chauffe, et il y a un moment, ça chauffe trop de déperdition, le signal se perd. Alors je vous ai dit que quand on envoyait un 1, on envoyait 5 volts. Donc il y a 5 volts d'un côté, on l'envoie au bout du câble. Si le câble il est trop long, c'est 4 volts qui arrivent au bout. C'est 3 volts 50. Donc plus c'est long, plus ça s'appelle l'impédance, plus il y a de résistance dans le câble, moins le signal il arrive à l'autre bout. Donc si vous avez des câbles trop longs, vous allez perdre
et vous allez perdre en vitesse. Jusqu'à un moment où il n'y a plus du tout de signal. S'il fait 150 mètres, 200 mètres, à l'autre bout, il n'y a plus rien. C'est-à-dire jusqu'à 100 mètres, on perd pas? C'est ça, c'est garanti. C'est Jusqu'à 100 mètres, c'est garanti. Si on C'est-à-dire perd qu'au-delà de 100 mètres, tu n'as pas 0 mégas. Mais là, typiquement, on vient de le voir, tu vois. Si tu veux du 40 gigas, c'est 50 mètres. Donc, si tu dépasses les 50 mètres, tu vas passer à 10 gigas. Jusqu'à 100 mètres. Mais si c'est 120 mètres, tu vas encore perdre. Ce sera plus que 1 giga. Et puis, si tu fais 200 mètres, ce sera peut-être que 100 mégas. Et puis, ben, ça baisse jusqu'à 0. Jusqu'à 0. Là, après, tu n'as plus rien. Mais des fois, c'est aussi une explication, je comprends pas. On a mis de l'Ethernet entre un ordinateur et un autre ordinateur, on a acheté du catégorie 7, et pourtant, on n'a que 1 gigabit. Mais parce qu'en fait, si on mesure les mètres linéaires, on est à 130 mètres. On a dépassé les 100 mètres, donc on perd. C'est encore une fois normal, ça s'explique. C'est le principal défaut du câblage en cuivre, c'est la distance. C'est-à-dire que comme on ne peut pas dépasser les 100 mètres, quand on doit interconnecter par exemple deux bâtiments, j'ai un bâtiment et à l'autre bout du parc, du château, j'ai les chais, et ben, il y a 500 mètres, vous ne pouvez pas passer de fil de cuivre. C'est là qu'on passe à la fibre optique. Donc c'est l'autre matériel que vous allez trouver dans les réseaux informatiques, c'est la fibre optique. Alors la fibre optique, ça se manipule pas trop dans les bureaux, dans les entreprises, c'est plutôt pour interconnecter des bâtiments ou pour l'accès Internet. En général, on a ça. Pour la vitesse de la fibre optique, j'ai pas de réponse, parce que ça dépend. Est-ce que vous connaissez la vitesse de la lumière? Ouais. C'est combien? Non, je ne connais pas par cœur. Oh non, c'est plus, c'est 10 Ouais, 000 km/s. mais 10 000 km/s. Ça va très vite, la lumière. Ça va très vite. Et quand on parle de la fibre optique, c'est justement de la lumière qu'on fait passer dans un fil. Donc, normalement, bon, bah, à nos échelles, au niveau des mètres, c'est instantané. Hein. On devrait être instantané. Donc, la fibre optique, elle est utilisée dans des cas de figure où vous avez deux problèmes. Premier problème, la distance. Vu que, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrête la lumière? L'ombre. Ah, non. Mais donc, si vous prenez une lampe, hein, je veux dire, une lampe vous éclairez, rien ne l'arrête, donc, si vous la faites passer dans un fil, vous pourriez faire 15 milliards de kilomètres, ça n'arrivera de l'autre côté. Il n'y a pas cette notion de résistance pour la lumière. Sauf que, évidemment, il y en a une, parce que on fait des fibres optiques, mais nos fibres optiques, elles ne sont pas parfaites. Il n'y a pas le vide dedans. Hein. C'est du verre. Hein. C'est du verre. Donc, dans les fibres optiques, il y a quand même des petits défauts, ce qui fait qu'une fibre optique ne peut pas faire 3000 km. Oui, et puis si ça pète... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Où est-ce qu'à l'intérieur des 300 000 km ça pète? C'est pareil pour ça. Si le câble il est rongé par des rats, on va trouver où c'est dans les plafonds. Hein. On a le même problème, mais en dehors des contraintes de coupure, déjà, la fibre optique, ça se compte en dizaines de kilomètres, une fibre optique. Donc ça peut être très intéressant pour interconnecter les bâtiments. Donc on s'affranchit de la problème. Non. La problématique, c'est pas mal ça. La problématique du cuivre. Distance, c'est bon. Autre avantage de la fibre optique, perturbation électromagnétique, zéro. Il n'y en a pas besoin. Vu qu'une fibre optique, ça transmet quoi? De la lumière. Donc vous pouvez mettre un câble électrique à côté de la lumière, ça ne va pas la bouger. Hein. Qu'est-ce qui va dévier la lumière? La lumière, elle est déviée par quoi? Par la lumière, la gravité. Bonne réponse, comme il a dit le H. Oui. Einstein, la théorie d'Einstein, les trous noirs. E égale MC2. Oui, égale MC2. mais je comprends Oui. pas vraiment. En fait. La masse des planètes, des trous noirs, ça fait dévier la lumière. Ok. Normalement, rien ne peut dévier la lumière, sauf la masse. Ok. Et c'est la gravité qui va faire que la lumière est déviée. Donc si on fait un test, on met la lumière et on met un élément qui... Et extrêmement massif, comme un trou noir par exemple, ou un soleil, Et donc, ça va dévier la lumière. Oui, oui. À notre échelle planétaire, ça... Non. À notre échelle planétaire, c'est-à-dire?
Ah non, nous on n'a pas de perturbation sur la Terre. Ouais, non, la Terre elle est trop petite pour dévier la lumière. Ah non, 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 nous, ça va pas perturber notre fibre optique si tu veux. Quand on revient à notre échelle, en fait, rien ne va perturber la lumière qu'on fait passer dans une fibre optique. Ça ? Alors si, justement, c'est parce que justement, dans notre fibre optique, il y a des petits défauts. Donc il y a un moment où si, au bout de 2000 km, on met un répéteur. On met un appareil qui va récupérer le 0 et le 1 en lumière, qui va le rebooster de l'autre côté, qui renvoie un peu de pêche à la lumière. Et oui, parce que si on avait des câbles parfaits, on n'en aurait pas besoin. Si nos câbles étaient parfaits, t'envoies un petit flash, 100 millions de kilomètres plus loin, et là, mais on a ça dans l'espace. La lumière des étoiles qui nous arrive, tu sais, elle vient de loin, hein. Elle vient de très loin. C'est pas 93 000 comme ça qui fait des... Ouais, à l'échelle, oui, mais quand tu les remets à l'échelle, si, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Au niveau de la fibre optique, alors, il y a plusieurs câbles, plusieurs blindages aussi. Non, zéro, il n'y en a pas. À l'extérieur. Il n'y a pas de blindage autour des fibres optiques. On a chez nous, à l'extérieur, on dirait que les câbles dans la rue, dessous, avant d'arriver à notre maison, ils sont beaucoup plus épais que notre câble fibre optique qu'on a. C'est pour protéger le. C'est pour contrer le principal défaut de la fibre optique. C'est fragile. C'est la solidité. C'est ultra fragile une fibre optique. Tu l'as pris un peu épette. J'ai vu des techniciens qui. Donc, si vous voulez regarder, là vous avez un boîtier. C'est un boîtier fibre optique qui sont mis dans la rue, ça. Vous êtes câblé avec des fibres comme ça. Et tu vas voir, c'est épais comme un cheveu une fibre optique. Donc c'est extrêmement fragile. Donc on la met dans des gros câbles comme ça, bien rigides, pour la protéger. Mais c'est une protection mécanique. C'est juste pour éviter, s'il y a du vent, si on roule dessus, de péter les fibres. Mais on pourrait très bien n'avoir que des fibres comme ça. Si on fait gaffe, il n'y a pas de problème. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous les laisse là. Là, c'est encore autre chose. Mais c'est autre chose. Mais c'est la même chose. C'est parce que le fil, il est à 200 mètres, 300 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. Il y a de la pression en dessous, là. Et puis il faut pas que ça bouge. Imagine s'il y a, ils ont des problèmes parce qu'il y a les chalutiers qui passent dessus, etc. C'est enfoncé dans le sol. Mais ce n'est que de la résistance mécanique. La fibre optique qui passe au fond de l'océan, c'est la même que celle-là. Et là, du coup, j'ai tombé sur le petit pas, ils ont installé un câble qui fait de 400 terabytes par seconde. Oui. Alors, d'abord, c'est pas un câble, c'est toute une batterie de fibres optiques qui, tout ensemble, vont faire 400 Tera. C'est normal. Et toc toc, il faut que ça envoie, hein, les vidéos et tout, là. On en a besoin, il faut que ça fasse le tour du monde. Voilà, donc, pour les connectiques que vous allez utiliser, la plupart du temps, c'est du cuivre. C'est ça qu'on utilise. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Les fibres optiques coûtent beaucoup plus cher que le cuivre. Donc si évidemment on est dans une entreprise qui a beaucoup d'argent, ils mettent que de la fibre optique partout. Il n'y a pas le choix parce qu'il y a la Ou, distance. alors, c'est pour ça que quand on n'a pas le choix, on ne peut pas comparer. On n'a pas le choix, c'est fibre optique, parce qu'effectivement, il y a 500 mètres entre les deux bâtiments, on creuse une fibre optique. Il y a d'autres cas de figure où la fibre optique est intéressante, comme il n'y a pas de perturbation électromagnétique, on peut la placer à des endroits où le cuivre il n'irait pas, par exemple dans les usines. Vous avez des usines qui ont des gros moteurs. Les moteurs, c'est des moteurs électriques hein, très souvent, donc c'est des énormes bobines. Donc là-dedans, les perturbations électromagnétiques, je vous dis, c'est la catastrophe. Donc on fait passer des fibres optiques, comme ça, elle peut passer derrière le moteur ou en dessous. Le réseau, il va passer, aucun problème, il n'est pas du tout perturbé. Il faut juste bien la protéger, mais la protéger physiquement. Pour pas qu'on la plie en deux, pour pas qu'on l'écrase, pour pas qu'on la scie, etc. Donc la plupart du temps, cuivre, classique, c'est ça que vous trouverez partout. À connaître, catégorie 5, voilà, c'est ce que vous avez que ça à connaître. Pour la fibre optique, alors ça dépend. Parce que les fibres optiques, c'est souvent spécifique à un fabricant. Ils ont leur propre connectique, etc. Mais c'est pas compliqué à savoir. Une fibre, c'est comme un câble en cuivre. Hein. Vous allez le brancher dans un truc. Mais l'embout, c'est quoi du coup? Ça dépend. Et bien justement, ça dépend des constructeurs. Chaque constructeur a des embouts différents. Contrairement effectivement, le cuivre, où c'est RJ45, je te parle du RJ45 il y a 15 ans, ou celui d'aujourd'hui, c'est le même. C'est les mêmes prises. D'ailleurs, ça peut être ça le problème, parce que la prise qui a été montée là, il y a 25 ans, elle est en catégorie 3. Et la prise RJ45, c'est la même qu'une catégorie 8, si tu veux. Je verrai pas la différence.
Alors que la fibre, ça dépend des fabricants. Il y a des fabricants qui ont des connectiques différentes, donc là, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Et faites attention, j'entends très souvent dire la fibre optique, il en faut 2. C'est faux. Il en faut qu'une. On peut envoyer et recevoir sur le même fil. C'est pas le cas d'Ethernet. Ethernet, je vous ai dit que là-dedans, il y avait combien de fils? Il y en a 8. Parce qu'il y en a qui servent à l'émission, d'autres qui servent à la réception. Ils sont tous différents. Pas la fibre optique. Oui. C'est des vieux souvenirs qui reviennent, mais il n'y a pas de type de fibre optique où quand le signal il est envoyé droit ou quand il se reflète à l'intérieur. Oui, c'est la techno du câble, ça. Ouais. Mais il ne peut pas y avoir des fibres où c'est que tout droit. Hein. Ça voudrait dire que ta fibre, elle est droite. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Une fibre, c'est forcément courbé. Alors, je vois pas comment on peut faire. Alors, sur 5 km, on fait un truc tout droit et ça va pile droit. Non. Là, si tu veux faire un truc tout droit, ça s'appelle le laser. Et ça existe, hein. On peut faire de l'interconnexion avec des lasers qui sont face à face. Et les 0 et les 1, c'est des lasers. Et puis, il y a un récepteur de l'autre côté. Ça va plus vite. Et ça va... Ah bah, surtout, il n'y a pas de fil. Ah oui, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fil. Parce que tu vois, mon bâtiment, il est là. Le deuxième, il est en face, là. Et il se trouve qu'entre ce bâtiment et celui-là, il y a ce qu'on appelle la route. Et ça va vous étonner, cette route ne nous appartient pas. Oh. Et ouais, donc quand on veut creuser pour qu'on relie les deux bâtiments pour passer nos fibres optiques, on n'a pas l'autorisation de le faire. Donc il faut qu'on passe en aérien. Et en aérien, ça peut être des fréquences, ça peut être des espèces de radars qui s'envoient des données, ou des lasers. Des lasers face à face. L'avantage du laser, c'est la vitesse, c'est moins perturbé que les ondes, parce qu'il n'y a pas d'autres ondes. Ici, vous n'êtes pas censé le savoir, la 4G, la 5G, des ondes, on en prend de partout. Donc des fois, quand on veut faire de l'interconnexion avec des ondes, c'est compliqué, il y a beaucoup de perturbations. Les lasers, comme c'est tout droit, il faut juste qu'il n'y ait pas un oiseau qui passe ou une feuille, il ne faut pas qu'il y ait un arbre qui pousse. Voilà, c'est arrivé à c'était de l'autre côté, du côté de l'aéroport, une entreprise qui avait justement exactement ce cas de figure. Hein. À 2 rues, ils avaient 2 bâtiments, ils voulaient les interconnecter, ils ont mis des lasers, et un jour, j'avais formé le DSI, il m'avait raconté qu'on l'appelle, ah, ça marche plus, les interconnexions coupées. Ah merde, un pigeon encore qui est passé devant les lasers, c'est quoi ce bordel? Il appelle alors évidemment, ça arrive la nuit, ce genre de conneries, il appelle le gardien. Le gardien qui fait ouais machin, société de surveillance, bon, y a personne qui s'est passé, il n'y a pas d'incendie, tu vois, il n'y a pas eu une branche qui est tombée, un arbre, il dit non, il n'y a eu aucun problème, j'ai juste j'ai repositionné la caméra de sécurité, c'est tout. Vous avez fait quoi? Vous avez repositionné la caméra de sécurité? Bah ouais, elle filmait pas la porte, la caméra, donc je l'ai remise pour qu'elle filme la porte. Et en fait la caméra, c'était le laser en fait. Et le laser, comme il croyait que c'était une caméra, il disait mais ça filme la rue là, le truc là. Donc il l'a dévissé et il l'a fait pointer vers l'entrée. Bon, ça a coupé. Ah ouais? Non, bon. C'est pas une caméra. C'est pas une caméra, c'était un laser. Non, c'est les modes, single mode, multi-mode, c'est ça. Non mais alors, on n'est pas là pour expliquer tout ça. Parce que ça ne sert à rien. C'est quelque chose que tu n'auras que quand tu auras le matériel, si tu y touches. Si tu vas être dans l'entreprise qui va te dire, ah, écoute, on va commencer à câbler des fibres optiques, etc. Ben là, ils vont t'expliquer comment ça fonctionne. Mais sinon, ça sert à rien. Ça marche comme le cuivre, il faut brancher, c'est tout. C'est fragile. Et c'est, en dehors du coût, hein, la fibre optique, ça coûte plus cher. Et c'est beaucoup plus fragile que le cuivre. Donc quand on a des cas de figure où là, il faut faire passer le câble en dessous, le faire remonter, il faut que ça suive là, parce qu'on a une goulotte là. Quand on commence à faire des angles droits, les trucs comme ça, la fibre optique, ça marche pas. Ça la casse. Donc là, on ne peut pas faire de fibre optique à ce moment-là. Donc il n'y a pas encore comment. Il n'y a pas le média magique qui sera valable pour tous les cas de figure. Pardon? L'inconvénient, c'est quoi alors de la fibre? C'est la gravité et... La gravité? C'est quoi ce que tu appelles la gravité? C'est grave la fibre optique, tu veux dire? Parce que c'est comme ça, fibre optique, c'est pas grave. Ouais, mais la question se pose pas, puisque... La gravité... Oui, on sait jamais. Mais la question se pose quand on doit communiquer avec Mars ou quand on va aller après, quand on voudra communiquer avec Alpha du Centaure. On fera du cuivre, enfin un grand fil. Non, pas la gravité.
Non, le défaut de la fibre optique, c'est le prix et la fragilité. C'est le prix et la fragilité. Alors que le défaut du cuivre, c'est la distance. C'est surtout ça. Le défaut du cuivre. D'autres questions? Ça va? Bon allez, on se fait une petite pause? Allez. Dieu merci. Dieu merci, enfin la pause, j'en peux plus. Il faut que j'aille me fumer, je veux dire... bon, donc vous allez fumer du café et boire des cigarettes? C'est ça? Oui, ça ne m'étonne pas. Ah mais Abby elle m'a sauvé hein, parce que tout ce qui était fibre optique et tout, j'étais juste là. Tu disais que les additions, tu as quand même réussi à passer un petit peu de physique quantique, de dynamique. Oui, mais là c'était comme ça. C'est très bien vulgarisé, mais t'étais dedans quand même. Merci. Allez, à toutes.